Bonjour les 3e A, donc ce matin on corrige enfin le poème de Desnos, Destinée arbitraire. Donc on va reprendre les questions que vous aviez à préparer. Alors il y en a que j'ai un petit peu inversé, vous allez retrouver. Le titre, on avait dû normalement déjà le mettre. Pour ceux qui ne l'ont pas, prenez le temps de le noter. Et on prend tout de suite la première question. Et vous verrez au fur et à mesure qu'on va se servir de ce qu'on a revu dans les exercices sur les figures de style, et notamment dans le 3e, qui vous faisait retravailler sur ce poème-là. Donc observez la forme de ce poème. Que pouvez-vous identifier? Que constatez-vous? Alors on remarque tout de suite que ce poème ne respecte pas une forme poétique particulière, puisqu'il n'y a pas de strophe à proprement parler, pas de rime, pas de vers régulier. On va le voir tout de suite. Donc c'est évidemment ce qu'on appelle un poème en vers libre. On voit bien que ça reste des vers puisqu'on a une majuscule au début systématiquement et qu'on revient à la ligne. En revanche, rien de régulier, ça ne respecte aucune forme traditionnelle. Donc c'est un poème en vers libre. Ça veut donc dire que si la forme poétique du texte n'est pas dans sa forme justement, c'est-à-dire pas dans les strophes, les vers, etc., elle se trouve ailleurs. Et on va voir que c'est essentiellement sur le rythme que ça va être travaillé, le rythme, le vocabulaire, les figures de style. Ce sera davantage sur les mots que sur la forme. Alors, deuxième question. De quoi Desnos parle-t-il? Comment parle-t-il de lui? À qui s'adresse-t-il? Quel est son message? Alors évidemment, dans ce poème, il parle de son engagement dans la résistance, il l'explique à travers une figure de style particulière qui structure tout le poème, c'est ce qu'on appelle la synecdoque. C'est une sorte de métonymie, c'est-à-dire que la métonymie, c'est quand on va utiliser une partie pour parler du tout. Par exemple, quand on regarde le lac et qu'on observe qu'il y a beaucoup de bateaux, mais au lieu de dire bateau, on va dire le lac est rempli de voiles aujourd'hui. C'est uniquement une partie qui désigne l'intégralité, le bateau. C'est ce qu'on appelle une synecdoque. La métonymie, c'est à chaque fois, c'est la même figure de style, mais c'est plus général. C'est à chaque fois que on va utiliser deux choses qui sont en lien l'une avec l'autre pour désigner l'une et l'autre. Autre synecdoque, le foyer quand on parle de la maison. Le foyer, en fait, c'est uniquement la cheminée de la maison, mais c'est grâce à ça qu'on parle de toute la famille qui vit dans cette maison-là. Autrement dit, Desnos ne dit jamais « je », il ne s'exprime jamais à la première personne, mais il va systématiquement parler de lui à travers son cœur, qui représente donc son être tout entier. Elle est là, la synecdoque. Il parle de lui de cette façon-là, systématiquement. On va reprendre ça, je vais prendre tout de suite dans le texte. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, etc., etc. Donc à chaque fois, c'est pas seulement un cœur tout seul, évidemment, c'est le sien. Alors pourquoi est-ce qu'il prend le cœur? Bien sûr parce que c'est le symbole des émotions et de l'engagement. C'est comme ça qu'il parle de lui-même. Le destinataire est très très peu présent dans ce poème. Il y a une seule occurrence, c'est-à-dire une seule fois où il apparaît, c'est dans l'impératif « écoutez » qui est au vers 12. Justement quand il parle des bruits de son cœur. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. Ici, c'est la seule fois où on va avoir vraiment le « je » et l'appel au destinataire. Écoutez, sous forme injonctive, un impératif qui l'oblige à écouter. Ce destinataire, évidemment que c'est l'ensemble des Français. Et
Pourquoi il s'adresse à eux? Quel est son message? C'est qu'il cherche justement à les convaincre de s'engager à leur tour dans la résistance. J'ai un peu oublié de m'arrêter pour que vous puissiez noter la correction, mais vous le faites, hein. Là je vous mettez pause et vous pouvez prendre la correction de la 1 et de la 2. Moi je passe tout de suite. Alors j'ai inversé pour que ce soit un petit peu plus logique dans la progression du poème, la question 4 et la 3. Donc je vais prendre la 4 en premier. Quelle est l'opposition qui structure tout le poème? Je vous avais donné un indice pour la trouver. Observez notamment les verbes et les temps auxquels ils sont conjugués. Il y a un petit bug ici que je vais corriger tout de suite. Hop. Donc on a évidemment une opposition entre le passé et le présent. Donc tous les verbes à l'imparfait d'un côté et le présent de l'autre. Alors on va le voir tout de suite dans le poème, où vous avez tout le début du poème, ici, les 2 premières strophes, ce cœur qui haïssait la guerre. Je vais aller assez vite là-dessus puisqu'on l'a déjà expliqué dans la correction de l'exercice dans la séance précédente. On voit qu'il désigne ses convictions pacifiques, donc contre la violence, contre la guerre, mais voilà aujourd'hui qu'il bat pour le combat et la bataille. À chaque fois, on a systématiquement dans ces vers l'opposition des premières moitiés du vers à l'imparfait, le passé, et la conviction pacifique du poète, et dans la deuxième partie du vers, au présent, son engagement aujourd'hui dans la résistance et donc dans le combat, au présent bien sûr. Vous le retrouvez ici, avec « il ne battait qu'au rythme », etc. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine. Ça, c'est ce qu'on va retrouver vraiment tout le long du poème, jusqu'à la fin, et qu'on va expliquer au fur et à mesure. Donc, cette opposition entre le passé, tous les verbes à l'imparfait, on voit qu'à chaque fois, le cœur est à l'unisson de la nature, au rythme des saisons, etc. C'est la liberté. On l'a dans les lignes 3, 4 et 26, 27. Et à l'opposé, le présent, qui est une lutte pour retrouver cette liberté, donc un combat contre Hitler, les nazis, qui occupent la France à cette époque-là. C'est bien évidemment une antithèse qu'on retrouve et qui va structurer tout le poème. Prenez le temps de noter cette correction. Alors, notez-la en entier, parce que il y a forcément des choses à repréciser. Je m'en sers vraiment pour le cours, donc ça veut dire que vous allez avoir tout un tas d'explications dans cette correction. Et il n'y aura pas d'autres cours, juste la synthèse à la fin. Quelles répétitions pouvez-vous observer dans ce poème? Alors des répétitions, il y en a beaucoup dans ce texte. En premier, on va travailler sur les répétitions de syntaxe, qu'on avait vu aussi dans l'exercice, notamment l'anaphore. Ce sont elles qui vont structurer tout le poème, puisqu'elles soulignent l'opposition, l'antithèse dont on a parlé juste avant. Ce cœur qui, voilà qu'il. Donc sur ce rythme binaire, et après c'est repris dans des constructions ternaires par la suite. Donc ça justement, ça va amener du rythme au poème, puisque c'est ça qui structure le texte. Et avec ces répétitions, c'est le principe aussi de la poésie. Exactement comme vous allez le retrouver dans une chanson par exemple. Où le refrain, c'est parce qu'il est répété qu'il amène le rythme qu'on connaît. Donc ça, on va le voir tout de suite dans le texte. Donc moi je l'ai mis en vert, vous l'avez vu dans le cours. On va le retrouver ici, tout ce qu'on a vu au début, et plus loin, ce cœur qui haïssait la guerre et ces cœurs qui haïssaient la guerre. On reviendra plus tard sur l'explication du pluriel. Donc mettez pause, reprenez ça sur votre texte. Ensuite, il y a des répétitions de sonorité. Alors,
tout ce qui est en rouge, vous l'avez remarqué, hein, ce sont des figures de style qu'on va évidemment, je vous l'ai déjà dit, trouver énormément dans la poésie. Les répétitions de sonorité, alors c'est pas toujours évident à trouver, là ça l'est bien quand même, hein. Voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. J'ai insisté sur la répétition, sur l'assonance. L'assonance, vous reprenez dans votre fiche, c'est la répétition des sons voyelles, hein, donc le A qui est répété. Mais sauf qu'il n'est pas tout seul ici, hein. Il y a aussi évidemment le B, c'est l'ensemble. Bas, combat, bataille. Bien sûr que on a cette répétition de sons qu'on entend, évidemment. Et puis il y a une allitération qui est peut-être moins évidente pour vous à entendre. L'allitération, c'est la répétition d'un son consonne. Et ça va être ici. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. On a ce R qui est répété. Et alors même chose, je vous le montre dans le texte. Vous les avez tout en haut, bas, combat, bataille, et ici, revient renvoyé par les échos. Donc là, vous marquerez dans la marge allitération. Il me semblait que je l'avais fait, mais vous pouvez le noter. Ici, c'est un petit peu comme si Alors ce vers, il est souligné parce qu'il est important. On a vu que c'était seulement ici qu'on a l'apparition du je et du destinataire. Il est un peu central, hein, mais on va voir qu'il y a vraiment une articulation dans ce poème. Ici, c'est un petit peu comme si le texte mimait ce dont il parle. Il est en train de parler du son, hein, son cœur qui bat tellement fort qu'il est comme, on a d'ailleurs une comparaison, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute au combat, et comme s'il battait tellement fort qu'il était renvoyé par les échos dans la campagne, etc. Et donc, ce dont il parle, cet écho, en fait, on l'entend dans le texte, dans le poème. Hein, il me revient renvoyé par les échos, c'est ce R qui est répété exactement comme le ferait un écho, un son répété. Alors j'explique au passage, hein, j'ai pas relu le texte parce qu'il est assez long, vous pouvez le faire tout seul, mais il dit mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme, pour la même besogne, tous ces cœurs. Et donc, je vous disais que ce vers est central dans le poème parce qu'à partir de là, on n'a plus un cœur, on n'a plus le sien, mais tous les cœurs, et on voit d'ailleurs qu'on va passer au pluriel parce que il montre que dans la résistance, il n'est pas seul et que d'autres l'ont rejoint et que c'est tous ensemble, qui vont se battre pour retrouver ce pourquoi ils se battent, la liberté qu'on va retrouver plus loin dans le texte. Donc, on reprend les répétitions. Il y a évidemment des répétitions de vocabulaire. C'est peut-être pour vous plus facile à voir qu'on va retravailler avec la dernière question et la 5 hein, sur les champs lexicaux. Répétition de vocabulaire, notamment ce cœur, battre, liberté, qui sont des mots énormément répétés dans le poème, qui permettent aussi un effet d'insistance et lui permettent de souligner ce qu'il dit hein, pour être sûr qu'on l'entende correctement. C'est évidemment un procédé du discours, hein, la répétition, l'insistance. Alors au passage, quand c'est des répétitions volontaires, on appelle ça des redondances. C'est exactement la même chose, mais c'est pour distinguer un petit peu ce qui est volontaire et ce qui ne l'est pas. C'est évidemment toutes ces redondances qui vont donner le rythme du poème. C'est comme ça que le poète travaille son texte. On a vu que c'était pas dans la versification, c'est donc autrement. Pour terminer, question peut-être la plus simple, je vous laisse le temps de mettre pause et de copier la correction. Et cette dernière question, la 5, quels sont les champs lexicaux dominants donc je vous rappelais que le champ lexical, c'est l'ensemble du vocabulaire qui parle d'une même notion. On retrouve notamment beaucoup de termes qui renvoient au corps humain. Évidemment déjà avec le cœur, les veines, le sang, hein, la métaphore filée, c'est-à-dire qu'on la retrouve tout au long du texte, hein, la cervelle, les oreilles, etc. Il y a celui de la nature, avec les marées, les saisons, les heures du jour et de la nuit, la campagne, la mer, la falaise, et bien sûr celui du combat. Alors, je vais le reprendre, je ne suis pas sûre d'avoir déjà tout mis, on va peut-être le compléter.
Donc, on va le compléter ensemble sur ce vocabulaire. Donc, vous avez, alors on va pas le mettre à chaque fois, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais le cœur, le combat, donc le cœur qu'on retrouve ici. Alors, je vais prendre justement ce cœur, il se gonfle, il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, hein, donc on est toujours ici les veines et le sang dans le corps humain. Vous avez, on va le prendre au fur et à mesure, hein, plus loin les oreilles, etc. Donc là, la cervelle, les oreilles. Alors j'ai pris la même couleur pour tous les champs lexicaux, ce qui n'est pas évident parce que du coup on va un peu tout mélanger, mais ça, c'est pour reprendre la dernière question. Vous avez ensuite tout ce qui a trait à la nature, donc le rythme des marées, des saisons, les heures du jour et de la nuit, la campagne, la mer à l'assaut des falaises, etc. Hein, on est bien ici dans le champ lexical de la nature. Et le dernier, que j'ai oublié, qui est justement celui du combat. Ben non, je l'ai déjà fait en premier, donc c'est pour ça qu'il m'échappait. Le combat, alors on va retrouver un petit peu plus loin, donc la besogne, hein, vous avez d'autres occurrences, hein, du cœur, il y est partout, donc je ne l'ai pas souligné systématiquement. Les cervelles, cette fois au pluriel, qui reviennent, donc on peut aussi les reprendre. Donc pour le combat, vous avez aussi la révolte, on souhaite la mort, la guerre, évidemment. Et ici, tout ce que ça symbolise, donc même chose, hein, on retrouve les saisons, les marées, etc. Je vais y revenir sur la fin de ce poème pour l'expliquer. Donc, la question 5, on voit ici que Desnos se livre tout entier avec ses tripes, c'est pour ça qu'il y a autant d'occurrences du corps humain, c'est un engagement de tout son être pour défendre cette liberté si précieuse. La liberté, elle est associée à l'état naturel à chaque fois. Et c'est pour cela seulement qu'il est prêt à se battre, à donner sa vie. Hein, donc ici, on va retrouver justement le dernier champ lexical du combat. Donc, pour conclure là-dessus, on voit que dans ce poème, Desnos appelle tout le monde à combattre pour défendre la liberté. C'est seulement vers 21 que l'explication arrive, hein, avec justement le mot liberté. Les pacifistes prennent les armes pour défendre cette liberté qu'on leur a ôtée, et c'est justement la dernière explication qui arrive ici, avec la conjonction de coordination car, hein, qui amène bien justement une raison, une explication, la cause de quelque chose, et les pluriels. Alors, je le reprends tout de suite pour que vous le voyez. Vous avez au vers 21, hein, l'explication de tout ça. Donc, le poète qui au départ était seul à se révolter est rejoint par des millions d'autres cœurs et de corps qui vont se battre ensemble pour essayer de résister à l'occupation nazie. Ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons, mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères, et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Là, il parle évidemment de la résistance. Car l'explication arrive en toute fin du poème, hein, c'est le dernier vers, car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté, au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Voilà pour l'organisation de ce poème. Un petit rappel,
deux figures de style que j'ai évoquées très rapidement, des métaphores, hein. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Donc tous ces chœurs qui battent ensemble à l'unisson avec un rythme régulier font penser justement au ressac, hein, à la mer justement, qui petit à petit, dans un travail, un effort, une sorte d'effort collectif, va pouvoir grignoter les falaises petit à petit. Exactement comme la résistance va pouvoir prendre forme si, plus les résistants seront nombreux, plus la résistance sera efficace. D'où l'objet de ce poème, hein, le but de Desnos, c'est d'appeler le maximum de gens à prendre les armes, à s'engager, à défendre cette liberté dont on veut les priver. Autre métaphore, le sang brûlant de salpêtre et de haine, mais ça on l'avait expliqué dans l'exercice du manuel. Comparaison, hein, le battement des cœurs, le son des cloches, on a même l'outil de comparaison le plus simple, alors il faut que je le retrouve, voilà, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. On ne peut pas faire plus évident comme comparaison. N'oubliez pas que l'outil de comparaison, c'est très souvent comme, mais ça peut être ressemblé, semblable à, tel que, etc. Donc voilà pour l'explication de ce poème de Desnos, qui est très riche, hein, assez dense, il y a beaucoup de choses à expliquer. Je suis allée relativement vite, puisque évidemment vous ne pouvez pas me poser des questions directement. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire de la vidéo, soit dans le forum de votre classe. Mais bien évidemment, vous pouvez reprendre les explications, revenir en arrière si nécessaire et prendre le temps de comprendre tout ça et de noter la correction. Sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour voir d'autres poètes engagés.